Bonjour, merci d'être ici. On va, pendant une petite heure, aborder la question des réfugiés. C'est l'intitulé de cette rencontre. Réfugiés dans la bande dessinée. Je pense qu'on l'élargira un petit peu. Bande dessinée, oui, mais peut-être un peu dans la littérature et finalement, la question est de savoir comment aborder cette question des réfugiés, des exilés, quand on est écrivain, scénariste, dessinateur, créateur, que ce soit pour le papier ou aussi pour la télévision, parce qu'il en sera aussi question, notamment avec vous, Lucie Castel. Je vais vous présenter rapidement tous les trois. Lucie Castel, vous êtes graphiste, scénariste et dessinatrice. Oui. Vous vivez en Belgique, vous faites partie d'un collectif, c'est bien ça, depuis quelques années, ou en tout cas d'une maison d'édition. Oui, mais qui réunit plusieurs. Vous êtes plusieurs dans cette maison d'édition. Vous parlez de Fleuveleux ? Oui, c'est ça. Oui. Oui, non, c'est une maison d'édition avant tout. Ouais. Premier ouvrage paru en quelle année ? Alors, j'ai participé au collectif Afghanistan en 2011. Voilà. Et on en parlera. Et le dernier ouvrage que moi j'ai en main, alors qui n'est pas un ouvrage sur les réfugiés, mais on en parlera, qui est un ouvrage plutôt sur un égyptologue, un des premiers égyptologues, Voyage en Égypte et en Nubie, de Giambattista Belzoni. Il est en deux tomes. Il y aura un troisième. Il y aura un troisième, c'est ça. Et effectivement, ça raconte l'histoire d'un Italien qui quitte l'Italie, Italie occupée à l'époque par les Français, qui ira à Londres. C'est un colosse, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est le colosse de Patagonie. Voilà, c'est ça, et qui effectivement mesure plus de 2 mètres et qui se fera connaître à Londres dans les foires, puisqu'il jouera à l'homme fort. Il rencontrera sa femme, Sarah, et ensemble ils partiront justement en Égypte, et ils feront partie de ceux qui pilleront quelques trésors d'Égypte pour les ramener vers chez nous. On verra, puisque finalement ça fera peut-être écho à nos questions sur les réfugiés tout à l'heure. Et puis on parlera d'un travail que vous avez fait pour Arte il y a 3 ans, c'était en 2007. C'est même en janvier. Là. En janvier, effectivement. Ouais. Voilà. Pardon si je bafouille un peu, mais il y a quelques petites choses que j'ai seulement découvertes tout à l'heure, donc je risque de me tromper un petit peu. C'est une série, d'ailleurs, à laquelle a participé Nicolas Wilde, Arte, qui avait décidé de demander à chaque fois à 4 personnes en même temps, documentaristes, écrivains, dessinateurs et photographes, de partir à Calais, d'observer, de faire un peu comme ils veulent, d'interviewer, observer, puis d'en restituer quelque chose. Et Lucie Castel en a fait une bande dessinée qui a été mise en image par Arte. Animée par Arte. Animée par Arte, c'est un petit 6-7 minutes que je viens seulement de regarder. Donc voilà, et on en parlera. Et vous avez choisi de parler des femmes qui quittent leur pays et qui passent par Calais pour gagner, comme beaucoup d'ailleurs, l'Angleterre, et de l'aborder de l'intérieur, et on parlera de ce travail. Nicolas Wilde, scénariste, dessinateur, auteur entre autres de Kaboul Disco. Je dis entre autres parce que il a d'autres ouvrages que vous avez écrits. On en parlera. Kaboul Disco, c'est un peu votre histoire. Oui, voilà. Un scénariste, dessinateur en manque de travail, pas d'argent, qui vit chez un autre ami dessinateur, et un jour reçoit par une amie une petite annonce. On recherche un dessinateur en Afghanistan. Donc j'étais réfugié économique en Afghanistan. C'est ça. On parle souvent des Afghans qui viennent en France, et on parle rarement des Français qui font le trajet inverse pour trouver une meilleure vie. Et ben voilà. Et vous faites le trajet effectivement inverse, et on verra comment
vous êtes confronté à ce milieu qui est différent, à cette culture aussi différente, et comment vous vous mettez en scène avec toujours beaucoup d'humour, à voir si le rire et l'humour permet des fois de dire des choses un peu plus graves. C'est votre façon de travailler. Vous aviez fait aussi un autre ouvrage, Ainsi se tue Zarathustra, qui s'inspirait de la vie réelle d'un Iranien assassiné en 2005. Oui, donc c'est un livre où je raconte un peu la vie et le destin des Zoroastriens d'Iran. Donc c'est des gens qui pratiquent une religion qui a presque disparu. Et donc dans ce livre, il y a plusieurs histoires de migration à plusieurs époques. Et je mets en scène aussi de réfugiés afghans qui se sont retrouvés en Iran pour chercher du travail. Donc, que j'ai croisés en Iran et qui plus tard dans le livre vont aller jusqu'à Londres. Donc c'est plusieurs trajectoires de vie qui se croisent à un moment donné en Iran. Et enfin, je détaillerai plus tard peut-être. Et on essaiera de comprendre pourquoi vous êtes attiré par ces endroits un peu particuliers. J'aimerais comprendre moi aussi. Et pourquoi on se met en danger et ce qui nourrit de toute façon votre travail depuis le début. Alain Glikos, vous êtes écrivain, philosophe, et non pas du tout dessinateur ni scénariste au départ, mais il se trouve qu'il y a cette bande dessinée, Gilet de sauvetage, qui vient de paraître avec les dessins d'Antonin. Gilet de sauvetage, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord un livre, c'est d'abord un récit que vous avez écrit et qui est mis en image. On verra en quoi ça change, en quoi effectivement le fait de passer à la bande dessinée peut changer, peut-être le propos un tout petit peu ou pas du tout. Vous êtes, et dans ce livre-là, vous racontez votre voyage avec votre épouse sur l'île de Kio. C'est un peu le voyage du retour sur les traces du père, puisque cette année où vous partez, c'est en 2015, votre père aurait eu 100 ans, et votre père fait partie des réfugiés, des exilés de l'île de Smyrne en 1922, où les Turcs reprennent Smyrne, et votre père quittera cette île-là, s'exilera et gagnera la Crète, puis la France. Et quand vous allez à Kio, c'est un peu un pèlerinage, vous me le disiez, mais le pèlerinage va vite ressembler à autre chose, puisqu'il se trouve qu'à Kio, il y a aussi des migrants qui arrivent sur l'île. Et ces migrants d'aujourd'hui vous font rater le deuil que vous quelque part, parce que l'actualité rattrape. Et du coup, c'est un peu votre regard sur ces migrants, essayer de comparer avec ce qu'a vécu votre père, essayer d'imaginer. Et puis, tout au long de la bande dessinée, ça sera des réactions, et comme vous êtes avec votre femme, on assiste aussi aux discussions entre vous deux où vous n'êtes pas toujours d'accord et vous réfléchissez, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou autre. C'est finalement les discussions qu'on a nous tous au quotidien, je crois, depuis quelques années, et on verra comment justement la façon de raconter et de mettre sa part personnelle et son regard peut en dire autrement les choses. Lucie Castel, je vais commencer par vous et ce travail effectivement à Calais. Simplement une première question, qu'est-ce qui vous a fait accepter la proposition d'Arte ? Parce que c'est pas non plus anodin d'aller à Calais. Alors je rappelle que Calais maintenant est un peu démantelé depuis décembre 2016, oui, effectivement. Pourquoi vous acceptez, quand vous y allez, qu'est-ce que vous pensez y trouver, et est-ce que ce que vous avez trouvé répondait à vos attentes, s'il y en avait? Je m'attendais pas à grand-chose. Je redoutais un peu de rencontrer des réfugiés. En fait, j'ai assez peu fait d'interviews, c'est pas ma pratique principale, on va dire. Du coup, j'avais peur de débarquer avec mes gros souliers d'européenne et de leur poser des questions maladroites ou malvenues, ou de les mettre mal à l'aise. Donc je redoutais surtout ça, quoi. Après, je m'attendais pas à trouver quoi que ce soit. J'ai pas vu... ils se cachent vachement, les réfugiés. Donc maintenant, quand j'y suis allée, il y avait à peu près 800 personnes qui dormaient dehors,
mais ça c'est des chiffres assez vagues que les ONG qui sont sur place évaluent comme ça à la grosse louche en fonction des gens qui viennent se nourrir lors de la distribution des repas. Je pense que ça a doublé ou triplé depuis janvier dernier, quoi. Donc moi j'ai pas vu de camp parce que quand j'y suis allée, il y avait des réfugiés qui se regroupaient à différents endroits derrière des zones industrielles, dans des bois tout pourris. Enfin, ils se cachent vachement parce que voilà, ils se font un peu harceler par la police là-bas, donc ils se planquent et on n'a pas essayé d'aller voir à quoi ressemblait leur campement. Avec une journaliste qui bosse pour Arte, on s'est approché un moment, voilà, on marchait, et en fait il y a tout de suite un petit gamin qui est venu, qui nous a pas jeté des pierres, mais qui nous a un peu, voilà, qui nous a fait comprendre que c'était même pas la peine d'aller plus loin. Donc on n'est pas allé plus loin, et moi je me suis surtout appuyée sur les associations qui sont sur place et pour rencontrer les gens, pour rencontrer les réfugiés. Et surtout pour rencontrer les femmes, parce qu'il y en a beaucoup moins, elles sont un petit peu moins à la rue, et on en parle du coup un petit peu moins aussi, moi c'est ce qui m'intéressait. Et je suis restée 5 jours sur 2 semaines, donc j'ai pas eu le temps de... Enfin, je me suis dit que j'allais pas attendre dans la rue qu'une femme réfugiée se pointe et que j'entame la conversation. Donc je suis tout de suite allée voir des associations ou des ONG comme Médecins, Gynécologie sans frontières. Qui est-ce que je suis allée voir? Le Secours catholique, Médecins du Monde, voilà. Et Women's Center aussi. Et par leur biais, j'ai rencontré des femmes qui, elles, sont hébergées, plus ou moins. Et voilà, je m'attendais pas à grand-chose et j'étais bien surpris et bien brassée, parce que c'est des rencontres hyper douloureuses, quoi. Et au final, l'histoire que vous racontez, c'est une femme qui est peut-être la synthèse de tout, vous allez nous le dire. Dans cette petite histoire, c'est l'histoire de Noura, qui a quitté son pays, le Soudan ou l'Érythrée. Qui va effectivement passer par l'Italie, par Calais, et finir à la fin par attraper ce camion, cette image où elle attrape le camion. Et entre-temps, elle vivra ce que beaucoup des femmes vivent, et ça vous me le direz. Elle se fera violer et donnera vie à un enfant que vous faites appeler Stéphanos. Dans cette petite histoire que vous racontez, on voit tout le cheminement dans sa tête, parce que ce qui est intéressant dans la façon justement que vous avez après vous de passer l'histoire par votre crible de scénariste, de créatrice, c'est de raconter, non pas, puisqu'on parle beaucoup des flux migratoires et autres, c'est de raconter l'humain, la personne, et c'est de mettre un peu des choses dans sa tête aussi. C'est finalement, à un moment donné, je regrette d'être partie, voilà, j'ai quitté pour penser que ça serait meilleur ailleurs, je fuis quelque chose d'horrible, je regrette. Il y a aussi un problème de compréhension. Elle dit à un moment donné à une de ses amies au téléphone, parce que le portable est extrêmement présent, elle a toujours son téléphone, et elle dit à une de ses amies ou une de ses sœurs restées sur place, ils comprennent pas. Quand je leur explique ce qui se passe là-bas, ils peuvent pas me comprendre. Donc il y a un choc aussi des cultures et de compréhension. Voilà un peu tout le cheminement qui se passe. Comment, quand vous rentrez chez vous après les 5 jours de rencontres qui bouleversent un peu, qu'est-ce qui se passe entre ce que vous avez tout enregistré dans votre tête, ces rencontres, et le choix de faire cette histoire-là, de concentrer en l'histoire d'une seule femme? Alors, quand Arte quand Arte Reportage, donc c'est une émission sur Arte qui diffuse que du reportage, du documentaire. Quand ils m'ont proposé ça, forcément, quand Arte Reportage propose un truc comme ça, j'ai tout de suite pensé faire un reportage avec, peut-être me mettant en scène, avec des interviews, et en fait. Quand ils m'ont proposé ça, j'étais déjà dans une démarche j'avais envie de mettre de côté ce reportage, qui est un exercice que j'ai déjà fait avec plus ou moins de succès. Et en fait, j'étais en train de...
ils m'ont contacté au moment où j'étais en train de me dire mais non, mais en fait, il faut faire plus de fiction parce que avec la fiction, on peut raconter autant de choses et peut-être de manière plus universelle qu'avec un reportage. Et c'est pas parce que c'est une fiction que c'est pas vrai et que c'est pas ça témoigne pas de quelque chose, quoi. Donc j'ai rencontré 4 ou 5 personnes et l'histoire que je raconte en 14 pages, c'est une espèce de synthèse du parcours de ces 4 ou 5 femmes. Et elles venaient toutes de pays différents, de situations différentes, elles ne sont pas parties du tout pour les mêmes raisons et pourtant leur parcours était assez similaire. Et pardon, je suis désolée, j'ai un rhume, je vais tousser toute la soirée. Elles ont toutes vécu des choses similaires dans leur parcours. Et un des points communs que j'ai retenu de leur histoire, c'est que toutes ne m'ont pas raconté qu'elles se sont fait violer. À aucun moment dans leur récit, elles n'ont abordé le sujet, mais je sais qu'elles savent que moi, en tirant les fils de leur histoire, je ne pouvais que comprendre qu'elles s'étaient fait violer, toutes. Des 5 femmes, voilà, elles y étaient toutes passées. Et notamment les 2 dernières que j'ai rencontrées, qui avaient, je pense, entre 20 et 25 ans, et qui avaient toutes les 2 avec elles leurs gamins de 1 et 3 ans. Et voilà, en mettant les pièces du puzzle de leur histoire les unes avec les autres, et on comprend que les 2 petits gamins là qui jouent au cube à côté, c'est le fruit d'un viol, quoi. Et donc ça, c'est ce qui m'a marqué et ce qui me semblait évident de raconter, quoi, dans l'histoire que je raconte de Noura. Elle se fait violer, voilà. Et elle finit son trajet on ne sait pas si elle va en Angleterre, mais elle est partie, elle était jeune et insouciante, et elle finit son trajet avec un gamin d'1 an, quoi. Et je me dis, voilà, et c'est une fiction, et je pense que c'est important d'utiliser la fiction pour s'approprier ce qu'on vit et ce qu'on voit de nos jours. On reviendra sur la question effectivement de fiction, surtout quand là il y a un travail d'enquête avant et de témoignage, et on verra comment vous vous positionnez aussi à ce moment-là, parce que je pense que le travail est peut-être pas le même que quand on fait autre chose, et notamment quand on raconte une histoire qui s'est passée à un autre siècle, et on verra si on a un dessin différent, une façon de raconter différente, une posture différente. Ça me fait penser à votre travail aussi, ce qu'elle vient de dire, Alain Glicos, parce que, comme je disais... Je peux, juste avant, dire que j'ai fait une expérience à Calais aussi, que je suis allé à Calais quand la jungle était encore là, que j'ai passé 3 jours là-bas, et que j'ai été très frappé, évidemment. Et les femmes venaient d'être... on venait d'installer un camp spécial pour les femmes, parce que ce que vous n'avez pas précisé, ce que tu n'as pas dit, c'est elles ont été violées, mais elles ont été violées à Calais ou avant? La plupart c'est avant, mais c'est sur le chemin. Parce qu'à Calais, il y en a une c'était en Italie, il y en a une c'était... À Calais, elles ont été violées, et c'est pour ça qu'à un moment donné, le ministère a décidé de faire un camp spécial pour les femmes et les enfants. Et ce qui m'avait frappé à Calais, c'était que c'était devenu une véritable petite ville africaine, avec des boutiques, et il y avait même une école et un centre de formation, et l'école était incroyable parce que c'était un Camerounais qui avait tout fabriqué de ses mains en bois, et il avait mis le plafond de l'école maternelle était fait uniquement de peluche. C'était très impressionnant, et je me suis promené au milieu de ces gens-là, et ce qui me frappait, c'était l'errance. Ils attendaient, ils étaient complètement perdus, mais en même temps très organisés par la mafia, parce qu'il y avait une mafia qui tenait tout dans ce Calais. Vous y êtes allé pour un travail aussi spécifique après, pour écrire après, ou pas? J'y suis allé parce qu'en fait, j'ai présenté ma première bande dessinée qui s'appelle Manolis à Calais, dans le cadre d'un prix littéraire, et l'organisatrice m'a dit, si tu veux,
on va aller dans la jungle. Et donc je me suis promené dans la jungle, voilà. Alors on verra si peut-être ça vous a servi pour écrire après. Alors dans ce cas-là, puisqu'on est sur Calais, Nicolas Ville, j'allais revenir vers vous, mais je vais revenir. Restons sur Calais quelques minutes encore, puisque vous aussi, vous avez répondu à l'invitation d'Arte. Oui, alors moi je n'ai pas été à Calais, mais j'ai participé au projet Réfugiés d'Arte, qui a commencé en 2013. Et donc le but c'est de faire un peu un tour du monde des différents camps de réfugiés à travers le monde. Et le tout premier camp, c'était un camp au Népal, que je ne connaissais pas en fait. C'est un camp de réfugiés originaires du Bhoutan, qui se sont fait chasser du Bhoutan. C'est des Bhoutanais dont les grands-parents étaient népalais, qui sont venus au 19e siècle, et qui avaient gardé des us et des coutumes népalaises. Et dans les années 90, il y a eu un mouvement un peu nationaliste au Bhoutan, qui est aussi le pays du bonheur, comme chacun sait. Et donc il y a une espèce de purge ethnique, et les Bhoutanais d'origine népalaise sont fait chasser du Bhoutan. Et ils sont arrivés dans un premier temps en Inde. Et là les Indiens ont dit non, il y a trop de monde chez nous, allez-vous-en. Et du coup ils sont allés au Népal. Et là les Népalais ont dit bon bah restez là. Et ils se sont installés dans 2-3 camps dans le sud du pays. Et donc ça c'est le camp que j'ai visité était un camp que les habitants eux-mêmes appelaient le camp du paradis, parce qu'il y avait donc 200 000 personnes, et elles se sont organisées entre elles assez vite. Ils ont désigné un maire, donc tous les ans il y a un maire du camp qui est élu, et comme il y a toutes les franges de la population qui sont représentées, il y a eu une école qui s'est faite construire assez rapidement, et c'est un camp qui était bien organisé. Enfin, l'ONU est venue pour aider avec l'infrastructure. Et quand j'y étais, c'est aussi un camp, ce qui est très rare, c'est un camp qui est en train de se faire vider. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords avec plusieurs pays, genre la Norvège, l'Australie, le Canada, les États-Unis, de pays qui sont prêts à accueillir ces gens-là. Donc quand on est arrivé, en fait, on a assisté à plusieurs séances de départ. Donc souvent, c'est des familles entières, des parents et leurs enfants, qui s'apprêtent à partir, commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays. Et c'était assez touchant de voir ces fêtes de départ, parce que chaque famille se retrouve dans des endroits complètement isolés, enfin assez loin finalement du Népal. Donc on a rencontré une famille qui est partie vivre à New York, mais il y a d'autres familles qui ont moins de chance, qui sont parties en Tasmanie par exemple. C'est une île au sud de l'Australie. Et donc c'est un camp qui se vide de sa population. Ce qui a priori un camp n'est pas censé durer, c'est une construction provisoire. Et vous avez fait quoi, du coup ? Combien de temps vous êtes resté ? J'étais resté 10 jours. Est-ce que vous avez fait la même démarche d'essayer de rencontrer, de discuter, Oui, ou vous avez juste observé ? J'ai fait tout ça, j'ai rencontré, j'ai observé, j'ai discuté. Donc au début j'avais une interprète népalaise, parce que je parle très mal le népalais, en fait pas du tout. Et bon, on peut pas tout faire. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de voir les cours. Donc chaque pays, genre le Danemark, les États-Unis, ont envoyé des gens pour apprendre aux migrants à devenir danois, à devenir américains. Donc il y avait des cours de civilisation. Et c'était l'une des choses les plus impromptues à laquelle j'assistais, c'est des cours où les gens apprennent leur nouvelle citoyenneté pour être prêts une fois sur place. Et ce qu'il y a, du coup, il y a des familles, il y a une partie qui sont encore dans le camp, une partie qui est déjà là-bas. J'avais rencontré un réfugié dont les parents étaient partis à Baltimore, et il l'appelait régulièrement pour lui dire « Ne viens pas, Baltimore c'est affreux, on habite dans un quartier où il y a des trafiquants de drogue ». Et en fait c'était très triste parce qu'ils étaient plus heureux dans le camp, et paradoxalement. Parce que c'est un camp où les gens n'avaient pas le droit de travailler, mais ils étaient nourris par IOM, par l'ONU. Et il y avait une ambiance assez... Enfin, les gens vivaient les uns sur les autres, mais il y avait une ambiance d'entraide et de vie en communauté qui était très forte. Et après, se retrouver dans un pays où les gens vivent de façon plus individualiste, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à déprimer. Donc souvent, la première génération de migrants, donc les parents, ont du mal à s'adapter aux nouvelles conditions de vie, mais les enfants, eux, s'en sortiront mieux. Je pense qu'ils vont aller dans les écoles américaines, danoises, et ils vont devenir... Et quelle histoire avez-vous raconté ? Est-ce que de la même manière que Lucie Castel, vous avez choisi de mettre le prisme sur femme ou homme ? Qu'est-ce que vous en avez fait après pour Arte ? Alors moi, j'ai fait un peu l'inverse de Lucie. Donc j'essaie d'avoir une attitude plus journalistique. Oui. D'accord. Et j'ai développé
chapitre assez court sur une thématique assez différente. Je pensais pas que c'est nécessaire de faire un reportage trop complet, vu que, comme on disait avant, il y avait un journaliste, un photographe et un cinéaste. Donc, il y a 4 voix différentes, et je pense que quand on voit les 4 reportages, on a une idée d'ensemble de ce qui se passe dans le camp. Justement, pardon, je vous coupe, mais je me pose la question de finalement qu'est-ce qui pousse Arte, ou qu'est-ce qui pousse, et depuis quelques années, on voit effectivement beaucoup d'écrivains ou autres à traiter d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui traitent les sujets d'une manière-là. Qu'est-ce qui pousse Arte à demander à des gens comme vous de parler du sujet? C'est Arte Reportage, donc c'est l'émission, c'est pas Arte, la Arte, chaîne. pardon, donc oui. Et en fait, Arte Reportage, ils font vraiment du reportage froid, dur, journalistique et presque austère parfois. Et justement, la rédactrice en chef, le rédacteur en chef et la productrice... personnellement, m'avait dit que eux, ils invitaient des artistes au sens large, on va dire, à traiter de ces sujets-là pour redonner un peu d'âme en fait aux sujets qu'ils traitent tout au long de l'année et dont ils ont plus de recul, quoi. Arte, ils avaient fait Jungle News, qui était un site internet dédié uniquement à l'information qui traite de la jungle de Calais, donc le truc très spécifique, très pointu, très froid, très et de faire ce projet sur les réfugiés permettait de donner de rappeler qu'en fait on peut en parler peut-être de manière plus légère ou plus légère, ou d'une façon plus intime aussi. Ouais, le supplément d'âme, comme vous dites, c'est comme ça que vous le voyez aussi, vous, Nicolas Wilde. D'autant oui. que, alors vous, l'humour est là quand vous traitez des sujets. Vous traitez aussi de façon ironique certaines choses. Oui, après, parfois, la vie est ironique, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que les journalistes, ils sont tenus à avoir une écriture froide presque. Et là, d'un seul coup, on peut faire des blagues, on peut faire des croquis. On avait carte blanche, et en fait, 10 jours, c'est beaucoup. C'est à la fois très peu pour une immersion longue, mais beaucoup de journalistes qui viennent dans ce genre de camp, parfois ils ont 1 jour, 2 jours, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils doivent avoir une espèce de scoop ou quelque chose d'un peu BFM, un peu genre Est-ce qu'on laisse place aussi à la fiction un tout petit peu? Est-ce qu'on laisse place à l'imaginaire? Parce que on peut pas l'oublier dans le travail journalisme que vous faites. ou dans nos... Non, dans votre travail à vous. Ah oui, mais moi c'est que de la fiction. Oui, d'accord, mais là pour le coup, avec là pour Nicolas Wilde, vous êtes vraiment plongé dans l'esprit reportage, vous nous disiez. Oui, plus ou moins. Enfin, il y a sur les 10 petits chapitres que j'ai fait, par exemple, il y en a un où je raconte. Tous les matins, j'allais dans une petite hutte où il y a des retraités, enfin des personnes âgées qui jouent à un jeu de plateau qui s'appelle Tigre et Dragon. Non, Chèvre et Tigre, pardon. Et du coup, c'était un rituel. Donc, tous les matins, j'allais à cet endroit et j'essayais de comprendre ce jeu et de gagner. Et je pense qu'à la fin, ils m'ont laissé gagner, mais j'étais très mauvais. Et du coup, donc j'ai mis les règles du jeu dans mon reportage et j'ai mis un plateau qu'on peut découper pour que les gens qui lisent puissent eux-mêmes jouer à ce jeu. Donc là, on est assez loin du reportage, par exemple. Après, le chapitre où j'étais le plus proche d'un métier de journalisme, c'est un camp qui est dans la jungle. Et j'ai entendu dire que quelques nuits auparavant, des éléphants avaient défoncé des huttes. Alors j'étais un peu surpris. Donc le camp s'est fait attaquer par des éléphants. Du coup, je suis allé voir les endroits en question qui sont fait attaquer par des éléphants. Et en grattant un peu, je me suis rendu compte que les éléphants sont attirés par l'odeur de l'alcool. Et que en fait la nuit, parce que l'ONU voulait pas qu'on reste dans le camp la nuit. En fait, dès qu'il fait nuit, il fallait qu'on quitte le camp. Voilà, en quelque sorte. Et en fait, la nuit, il y a des réfugiés qui font leur propre alcool avec des alambics, et l'odeur de l'alambic attire les éléphants. Et ce qui est très paradoxal, c'est que pour éloigner les éléphants, donc il y a des religieux, donc des hindous, qui ont fait une cérémonie pour le dieu Ganesh. Et ils ont mis la nourriture autour du camp pour apaiser le dieu Ganesh. Et notamment, cette nourriture a attiré encore plus d'éléphants. Voilà, ce genre de... Je cherche parfois j'aime bien ce qui est absurde et un peu en bordure. On a compris que vous ne parliez pas népalais, on verra tout à l'heure si vous parlez le dari, parce que vous l'avez appris quand vous êtes allé à Kaboul, un tout petit peu. Des gros mots, et pour draguer les filles. Suffisamment pour vous impressionner. Ouais, c'est ça. Je voudrais rajouter une chose sur Calais, parce que ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait
dans le centre où il y avait l'école, etc., il y avait un endroit, il y avait marqué, il y avait une porte en bois bricolée avec des planches, et il y avait marqué centre de gynécologie. Et avec les heures de consultation. Et j'ai poussé la porte, et c'était une pièce totalement vide, avec juste une table de réfectoire en formica. C'était le centre de gynécologie de la jungle de Calais. Ce qui vous réunit tous les trois, c'est qu'à un moment donné, vous êtes témoin de quelque chose. C'est ce qu'on vient de dire. Lucie, vous êtes témoin en allant à Calais, vous rencontrez les femmes, vous voyez, vous êtes témoin vous aussi, et pas que au Népal, on verra aussi pour l'Afghanistan et autre chose. Et vous aussi, Alain Glicos, quand vous partez sur l'île de Kio avec votre femme, vous partez, je le disais, pour un pèlerinage, pour faire un peu le deuil, pour être un peu en voyage aussi, sur cette île-là qui se trouve en face de Smyrne. Vous n'allez pas à Smyrne, mais à Kio, assez proche, mais assez loin tout de même. Cette île grecque, on 8 est... kilomètres. Voilà, donc suffisamment proche et suffisamment éloigné pour retrouver un peu la mémoire du père qui aurait eu 100 ans. Et très très vite, je le disais, vous faites rattraper par l'actualité qui est celle des migrants qui arrivent sur place. Et très vite, vous n'êtes plus des voyageurs, comme vous le dites, vous devenez des témoins avec votre femme. Parce qu'effectivement, il se trouve qu'il y a un camp de migrants installé dans la ville de Kio. Vous ne logez pas là, vous logez un petit peu à l'extérieur. Et puis il se trouve que la nuit, vous allez assister à l'arrivée d'un bateau de migrants. Est-ce que c'est là où tout bascule, où finalement vous l'écrivez, nous ne sommes plus des voyageurs, je suis encore le fils de mon père avec ce devoir de deuil ou cette envie de le retrouver d'une certaine manière et en étant sur place de me rappeler sa mémoire, je deviens un témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors témoin, et puis très vite, presque malgré soi d'ailleurs, acteur aussi. Parce que témoin, ça voudrait dire que, un peu comme dans la jungle de Calais, je n'étais qu'un témoin, je n'ai rien fait dans la jungle de Calais, si ce n'est regarder. En revanche, à Kio, au pied de mon hôtel, j'entends des bruits, j'entends des cris, il est minuit, je descends, et je vois des loupiotes. Et puis je comprends, nous comprenons, puisque je suis avec mon épouse, nous comprenons très vite que y a un Zodiac qui est arrivé et qu'il y a 45 Syriens dedans, avec des hommes, des femmes, des enfants. Et être témoin, ça serait simplement être resté sur la terrasse de notre chambre et puis de regarder ce qui se passait. Mais là, il y a quelque chose qui vous pousse. On ne peut pas faire autrement. On descend. Et puis, en plus, il y a des rochers, c'est pas facile. Et ces femmes voilées, elles ont emporté leur garde-robe avec elles, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles ont 10 couches de robes et de manteaux sur elles, parce que de toute façon, elles peuvent pas emporter de valise. Et elles peuvent pas monter parce que les rochers sont trop abrupts. Donc, on les aide à monter. Et là, on devient acteur et on ne pense plus c'est curieux parce que on pense plus à rien. Je veux dire, elles sont, moi par exemple, quand je vois des femmes voilées dans la rue, ça me fait toujours un petit haut le cœur. Bon, mais là, je ne les vois plus voilées. Je vois que ce sont des femmes. Point. Et il y a un moment qui a été un moment fort parce que il y a une femme que j'ai aidé à monter je lui ai tenu le bras et la main. Et son mari était devant avec ses 2 petites filles. Et tout d'un coup, il s'est retourné. Et il a vu que je tenais la main de sa femme. Et je me suis dit à ce moment-là, probablement, c'est la première fois depuis qu'il est marié qu'un homme touche la main de sa femme, et encore plus un chrétien. Et il a regardé ma main, il a regardé nos mains qui se tenaient, et puis il a tourné la tête, il a continué, parce que dans l'urgence, il y a plus de musulmans, il y a plus de chrétiens, il y a plus de femmes voilées, il y a un acte humanitaire. D'ailleurs, c'est ce que me disaient les Grecs, parce que quand je disais aux Grecs, mais vous n'avez plus un rond, vous êtes dans la panade économique et vous les aidez quand même. Et ils nous disaient, mais nous aussi, on a fui, nous aussi, on a toujours été en exil, en exode. Et c'est un acte humanitaire que on ne va pas les laisser mourir comme des chiens, quoi. C'est ce que me disait mon père souvent. Et puis l'impression que j'avais aussi dans cette aventure à Kio, c'est que l'histoire s'était ramassée en quelques heures pour me montrer qu'il n'y avait pas de vainqueur et qu'il n'y avait pas de vaincu. Il n'y avait pas les vainqueurs d'hier, c'est-à-dire les Turcs qui avaient chassé les Grecs. Aujourd'hui,
ils venaient pratiquement en conquérant, enfin un conquérant économique, ils viennent à Kyo le week-end dépenser leur argent. Les Grecs leur font le tapis rouge. Et aujourd'hui, et au même moment, j'ai discuté avec des femmes turques qui m'ont dit « Mais nous, on a acheté à Kyo parce que ce qui se passe en Turquie fait que demain, on va peut-être être obligé de s'exiler dans les îles grecques pour échapper à Erdogan. » Donc tout d'un coup, je me dis... Et puis ces musulmans qui arrivaient de Syrie étaient eux aussi des vainqueurs, des vaincus, etc. Puisque c'était eux qui avaient chassé les chrétiens grecs. Et il y avait une espèce de concentration d'histoire qui fait que... Alors, ça fait 2 fois que vous employez le mot deuil. Je ne crois pas que j'ai fait le deuil de mon père. D'abord, il est mort, mais j'ai l'impression que si j'allais chez lui aujourd'hui, il m'ouvrirait sa porte comme avant. Donc, je n'ai pas fait le deuil et je n'ai pas envie de faire le deuil parce que il est tellement vivant dans les livres que j'ai écrits, dans ma mémoire. Et puis, il fait partie de mon histoire. Je la transmets à ma fille, je la transmets à ma petite fille. Non, faire le deuil, ça voudrait dire... il m'empêche pas de vivre. Parce que il faut faire le deuil quand un drame vous empêche de vivre. Mais moi, il ne m'empêche pas de vivre, il m'aide à vivre. Ça m'aide à vivre. Hein. Alors, quand je disais effectivement que vous devenez témoin, vous le dites aussi, c'est que finalement on est avec eux, là on les touche, ils sont vraiment réels. Vous écrivez, quand vous allez à ce fameux camp, ce matin nous avons franchi le miroir, nous sommes avec eux dans la télévision, puisqu'en plus il y a une équipe de télé qui les filme, nous pouvons les toucher, ils existent vraiment, nous pouvons leur sourire, ils répondent à nos sourires, ni rêve ni cauchemar, rien que la pure présence de la réalité. Ça c'est une chose, et puis il y a une autre chose, et je trouve que dans votre histoire, dans votre livre puis bande dessinée, vous êtes confronté à 2 choses. Il y a la mémoire, effectivement, d'une autre migration, celle de 1922, c'est l'histoire, et puis celle d'aujourd'hui. Et vous l'écrivez, les migrants sont là, présents, bien présents, et non sûrement que faire à l'heure où j'écris ces lignes de ce qui est arrivé il y a bientôt un siècle. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on écrive leurs souffrances, qu'on les aide surtout. Or, je crois aussi que l'important, c'est de se rappeler de ce qui s'est passé avant. Est-ce que justement cet aller-retour que vous faites, et on le verra avec les autres histoires, n'est pas essentiel quand on parle des migrants aujourd'hui? Est-ce que c'est pas justement une autre façon d'en parler, et notamment par la littérature et par la bande dessinée? Oui, je pense que... L'autre jour, j'étais à un festival de cinéma et il y avait Pascal Horry, l'historien, qui faisait la conférence inaugurale. Et à un moment donné, il a dit « Nous, les historiens, on enseigne l'histoire, mais l'histoire ne nous enseigne rien. » Et c'est une réflexion que je me suis faite aussi quand j'étais là-bas à Kyo, et puis depuis. Est-ce que le fait de mettre en perspective 2015 avec 1922 peut nous aider à mieux comprendre et peut nous aider peut-être à un moment donné à éviter, à ne plus faire, à empêcher que ça recommence. Vous savez, le fameux « plus jamais ça hein, », quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe, au Brésil, même en France, etc., le « plus jamais ça », on commence à se demander quel sens il a. Et je crains que malheureusement, longtemps j'ai pensé, comme je crois que c'est Evry Gitlis qui disait, enfin, vous me corrigerez si je me suis trompé sur l'auteur, qui disait un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. J'ai longtemps cru ça, j'ai longtemps pensé ça. Et malheureusement aujourd'hui je me dis, en voyant ce qui se passait à Kyo, mais même si on n'ignore pas son passé, il suffit de voir un type comme Zemmour. Je veux dire, Zemmour, il n'ignore pas le passé, il passe son temps à le revendiquer, le passé. Le passé de la France. Et pourtant, il porte un discours qui pourrait conduire à ce qui s'est passé il y a 70 ans. Donc, je suis après coup, je suis très troublé par cette mise en perspective de ce qui s'est passé en 1922, de ce qui s'était passé en 1822, puisque Kyo a été massacré par les Turcs
quasiment toute la population a été massacrée, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Voilà. Alors, quand j'étais là-bas, la seule chose que j'ai pu faire, c'était d'être dans l'action et de dire, bon, il faut les sortir de là, il faut les aider à s'en sortir, etc. Bon, là, c'est tout. Mais il ne restait pas longtemps, d'ailleurs. Il restait 2-3 jours, et puis il se dépêchait à prendre un billet pour les ferries pour Athènes, pour ensuite partir vers le nord, quoi. Vous dites il faut les aider, mais vous vous sentez un peu Je ne sais pas comme... si je réponds à votre question. Bien sûr. Vous dites il faut les aider, vous êtes témoin, vous êtes acteur, mais vous vous projetez aussi. Vous dites aussi suis-je dès lors, moi qui porte comme un fardeau le voyage sans retour de mon père. C'est qu'en gros, vous avez plusieurs témoins, acteurs, et en même temps, un peu, vous vous sentez dès lors aussi. C'est une position un peu particulière, un sentiment particulier. Oui, là, vraiment, je parle en présence de mes amis là, qui n'ont peut-être pas, eux, vécu de l'intérieur comme moi, mais qui l'ont vécu quand même. Est-ce que... Je me suis posé la question, parce que dans ce texte, je pose beaucoup de questions, plus que je n'apporte de réponses. Est-ce que j'ai été plus proche de ces migrants, parce que moi-même, je suis le fils d'un migrant, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'au moment où on vit ça, est-ce qu'on n'est pas toujours soi-même un migrant? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas tous des migrants? Est-ce qu'on n'est pas tous des réfugiés de... Alors, dans ce cas-là, je vais vous citer. Chacun à sa manière fuit. Fugitif, fuyard, réfugié, tout le monde fuit. La peur, l'ennui, etc. C'est ça que vous voulez dire aussi? Oui, c'est ça. Si on faisait, par exemple, si on faisait une petite enquête rapide dans cette salle, on verrait que peut-être 80% des gens qui sont ici, à 1, 2, 3 générations, sont des enfants de migrants et sont peut-être des migrants eux-mêmes. Donc... Alors on va parler à Lucie, puis après on va parler à un migrant. Lucie Castel. Moi je me suis sentie proche des gens que je rencontrais à Calais ou même après à Bruxelles, parce que j'en ai rencontré ailleurs, des migrants. Je me suis sentie proche d'eux, pas parce que moi aussi j'ai bougé d'un pays à un autre pour aller vivre ailleurs, pour tout un tas d'autres raisons, mais parce qu'en fait c'est des êtres humains. Parce qu'en fait les jeunes femmes que j'ai rencontrées, c'est des jeunes femmes de comme partout, enfin qui passent leur temps sur WhatsApp avec leurs copines. Les jeunes qui dorment dans la rue à Calais, ils ont des coupes de cheveux de footballeurs comme tous les jeunes de 16 ans du monde entier, quoi. Enfin, et c'est pour ça que moi je me suis sentie proche d'eux et qu'on a envie de les aider ou de les... Voilà. Nicolas Ville, 1985, des millions d'Afghans prennent l'exil, quittent l'Afghanistan. 30 ans plus tard, 2005, vous prenez l'autre chemin, vous y allez, vous. Est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Première question. L'ennui, le manque d'argent, le manque de travail. Est-ce que c'est par curiosité ou autre? Est-ce que c'est par insouciance? Et deuxième question, est-ce que quand vous arrivez là-bas, vous mettez en scène et vous le racontez, vous sentez le poids justement de cet exil d'il y a 30 ans? En fait, donc, je suis parti, c'était effectivement pour des raisons économiques, donc j'avais pas de travail, mais aussi avant de faire ce voyage, j'avais vécu en Inde 6 mois, et j'avais envie de repartir à l'étranger, j'avais envie de voyager, mais j'avais pas d'argent. Donc je cherchais à la fois un travail, et j'ai envie de partir en voyage. Et donc là, j'ai eu l'occasion de combiner les deux en quelque sorte. Mais à la base, j'étais parti en Afghanistan pour un seul projet de 2 mois, et finalement, je suis resté 2 ans parce qu'on prend goût étrangement à cette vie très, très curieuse, la vie à Kaboul, en tant qu'expatrié, qui est à la fois désagréable et agréable. Et par rapport aux réfugiés afghans, donc après 2001, il y a plein de réfugiés afghans qui sont revenus en Afghanistan. Donc il y a des gens qui étaient en Iran, au Pakistan, et donc le pays se re-remplissait d'une population qui avait fui depuis 79 même, qui avait fui les Russes, qui avait fui la guerre civile, qui avait fui les talibans. Il y a plusieurs couches de guerre et de conflits. Et du coup, il y avait une période un petit peu optimiste à Kaboul. Beaucoup d'argent est venu, beaucoup de réfugiés afghans qui étaient partis même en Allemagne ou à l'étranger, qui avaient appris des métiers utiles à la reconstruction, qui sont venus avec un savoir-faire. Donc les premières années étaient assez optimistes. Et moi, les premiers mois, je pensais vraiment que j'aidais un pays à se reconstruire. J'avais un peu de naïveté. Je croyais vraiment à ce qu'on faisait. Alors,
Juste aussi, on peut peut-être rappeler quand même le travail qu'on vous demande est particulier aussi. On vous Oui. demande de faire les dessins de la constitution afghane. C'est-à-dire qu'elle est en train de se faire en bande dessinée pour... Oui, ça c'est le tout premier projet. Mhm. Donc il y a une constitution qui a été écrite à Bonn en 2002, donc une constitution démocratique très ambitieuse, un peu trop peut-être pour l'état du pays. Genre, il était prévu qu'au Parlement, le Parlement soit composé de 25% de femmes, par exemple. C'est un chiffre qu'on n'a pas en France. Et enfin bon bref, à l'époque je savais pas tout ça. Donc, et comme la génération, les gens qui ont plus de 20-30 ans sont déçus par la politique et ne croient plus vraiment à l'avenir, on voulait s'adresser aux enfants en leur donnant des bases d'éducation civique, en leur disant ce qu'il y a dans la Constitution, qu'ils ont droit à l'éducation, qu'a priori il y a une égalité entre hommes et femmes au niveau pénal. Et donc on a pris plusieurs chapitres de la Constitution afghane et on a fait une petite fiction, des petites bandes dessinées de 12 pages. Donc ça c'est le premier projet. Donc j'étais venu pour ça, c'était vraiment un travail d'auteur de bande dessinée. Après on a fait plein de projets de communication un peu dans tous les sens. D'autres qui étaient moins enthousiasmants, notamment on a fait des campagnes de com pour l'armée afghane, pour le recrutement de l'armée afghane. Après on a fait des campagnes sur l'éradication de l'opium. Et après on a fait d'autres projets sur le danger des mines antipersonnelles, sur l'acceptation des enfants handicapés, ce genre de choses. Donc ce qui était intéressant, c'est que chaque projet permettait de comprendre un peu une dimension de la géopolitique du pays. La mécanique du pays, tout ça est raconté Voilà, dans c'est à la Kaboul fois Disco. un huis clos, parce qu'on quitte peu le bureau, donc c'est un peu une comédie de caractère où on voit les différents personnages assez hauts en couleur. Et je trouve qu'effectivement, c'est aussi un reportage un peu sur ces expatriés qui vivent là-bas, avec vos petits collègues aussi, scénaristes, Oui. dessinateurs, qui vivent de façon complètement décalée par rapport aux autres du pays. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui montre une confrontation de culture. Ben moi, le décalage culturel était double, c'est-à-dire que les Français que j'avais croisés en Afghanistan, la plupart avaient fait Sciences Po ou HEC, alors que moi j'avais fait une école d'art. Donc déjà, il y a une différence de... j'avais beaucoup d'amis français qui avaient des noms à particules, par exemple. Certains, j'ai retrouvé aujourd'hui, qui travaillent dans la politique, pour des ministères, ou qui sont devenus profs dans des universités, qui avaient un espèce de parcours. Donc ça, c'était le premier exotisme pour moi, c'est de me retrouver face à une population française que je ne côtoyais pas avant. Qu'est-ce qui vous pousse, Nicolas Wilde, à être justement dans cette envie de voyage, dans cette envie d'exotisme? Je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse à aller dans des pays où c'est pas toujours simple ni évident? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur des histoires particulières? Et je pense notamment à Ainsi se tue Zarathustra, je le disais, c'est une histoire inspirée de cet Iranien assassiné en 2005 qui s'appelait Asra... Kasra Vafadari. Voilà, merci. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse? En fait, c'est ce que... Parce que vous n'écrivez que sur des histoires compliquées. C'est ce que tu disais avant, c'est qu'on fuit plusieurs choses, et notamment l'ennui, en fait. Quand on vit en Europe, dans un pays en paix, parfois on s'ennuie. Le quotidien peut être assommant. Et quand j'ai goûté un peu à l'aventure avec l'Afghanistan et au danger, on a envie d'y retourner. Ça sécrète une forme d'adrénaline en soi, que les reporters de guerre connaissent bien, les gens qui sont vraiment shootés à ce genre d'expérience, et retrouver une vie normale, faire ses courses au supermarché, ça peut être difficile. Et en fait, sur l'Iran, c'est un peu une coïncidence. J'ai des amies iraniennes qui partaient en Iran en voyage pour inaugurer un centre culturel qu'avait commencé à construire leur père. Et donc je me suis inscrit à ce voyage, je me suis dit, je peux venir avec vous. C'était 1 an après mon retour d'Afghanistan et j'étais en manque d'émotions fortes. Et donc c'est vrai que c'est un luxe quand on est français, avec un passeport, on peut aller partout, on prend un avion, c'est pas très compliqué. Je vais poser à tous les trois cette question, puis après je vous donnerai la parole parce qu'il y a peut-être quelques questions aussi. Je me rends compte que l'heure tourne. Pardon si on aborde de façon un peu généraliste, mais les domaines sont tellement vastes. Est-ce que vous avez conscience quand vous écrivez vos histoires, que ce soit celle de Calais, puis on parlera 2 minutes tout de même de l'égyptologue Lucie Castel,
Alain Glicos, quand vous parlez de votre vie et des migrants que vous voyez sur l'île de Kio, vous, l'Afghanistan ou l'histoire de cet Iranien, est-ce que vous avez conscience que vous êtes d'une certaine manière des passeurs aussi de ça, et que est-ce qu'on sent une certaine responsabilité ou pas du tout, et ça on l'évacue? Alors, je trouve qu'à propos des migrants, parler de passeurs, c'est un peu malvenu, mais... le problème, c'est que... Enfin, moi, je vais parler que pour moi. Je ne peux parler que de mon expérience d'écrivain. La bande dessinée est c'est un peu particulier par rapport au roman que je peux écrire, mais une chose est très claire, c'est que quand j'écris, et je pense que j'ai entendu beaucoup d'écrivains dire la même chose, y compris Maïlis de Kerangal l'autre soir, quand on écrit, on ne pense pas aux autres. Parce que l'acte littéraire, l'acte d'écriture littéraire, n'est pas un acte de communication. Il y a une différence entre l'art et la communication. Donc moi, si j'ai écrit, si je dois être passeur, c'est passeur entre moi et moi-même. Vous savez, Socrate disait, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. L'écriture, je crois que c'est le dialogue de l'âme, de soi avec soi-même. Simplement, si ce dialogue avec soi-même a quelque chose de vrai, d'authentique, de fort, etc., alors il peut accéder à une certaine universalité et parler aux autres. Et je pense qu'un livre, c'est le lieu de rencontre de deux solitudes. La solitude de celui qui l'a écrit et la solitude de celui qui va le lire. Ce ne sont pas des actes, sociaux, l'acte d'écriture. Enfin, je le ressens comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que si j'ai écrit ça, c'est parce que j'en ai éprouvé un besoin impérieux. Je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire. C'était un véritable besoin. Mais je ne me suis pas senti passeur. Oui, en fait, moi, je voulais dire exactement le contraire, pardon. En fait... Je voulais juste dire, parce que passeur ne veut pas forcément dire communicant non plus. Oui. En fait, moi, je me suis mis à l'écriture auto-fictive et biographique un peu avant l'Afghanistan, en commençant un blog. Parce que j'habitais à Paris et la plupart de mes amis avaient un blog BD. C'était la grande mode en 2004. Raconter sa vie en BD, c'était une... Voilà, donc je me suis mis aussi. Dans un premier temps, j'avais pas grand-chose à raconter vu que j'habitais à Paris, donc des histoires de piscine, d'internet qui marche pas. Et du coup, on est un peu dans la communication vu que quand on blogue, ce qui était motivant au début, c'est de mettre en direct une planche de BD en ligne et d'attendre les commentaires. Donc au début, il n'y avait pas Facebook, donc les gens qui racontent leur vie sur Internet, on n'était pas aussi nombreux. Pour faire un blog, c'était un peu technique, il fallait avoir un serveur pour mettre ses images. Et donc, il y avait un côté magique d'être édité en direct. Et c'est vrai qu'au début, j'étais à l'affût des moindres commentaires. Il y avait des statistiques, on peut voir le nombre de visiteurs par jour. Donc j'ai commencé un peu dans cette espèce d'ultra-communication. Donc j'étais à la fois en dialogue avec moi-même, mais surtout avec n'importe qui, avec la toile. Donc c'est pour ça que mon premier tome, enfin Kaboul Disco, est vraiment raconté quasiment au quotidien. C'est des tranches de vie. Enfin, une fois que je suis arrivé en Afghanistan, subitement, j'avais de la matière, donc j'avais déjà un peu le ton narratif qui était mis en place. Et puis vous le racontez de façon, en nous mettant des fois un astérix, attention là, retenez ce nom, attention là, c'est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'interactivité voulue dans votre façon de raconter. Oui, et en fait, il y avait un sentiment un peu d'urgence. J'étais persuadé de vivre la plus grande aventure de tous les temps. Un peu comme tous les Français que j'ai croisés. D'ailleurs, il y avait une blague à l'époque, c'est quand pour aller en Afghanistan, il faut un passeport, un billet d'avion et un éditeur. Et un tiers des Français que j'ai rencontrés ou ont écrit, ou fait une série télé. Mais à l'époque, je pensais que j'étais le seul. Enfin, j'étais hyper égocentré. Et le sentiment d'urgence, c'est venu du fait que je vivais des choses improbables et impossibles, et j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de le transmettre par le dessin. Et Yankelevitch, d'ailleurs, disait « L'aventure n'existe pas tant qu'elle n'a pas été racontée ». Oui. Ou alors, quelqu'un d'autre disait, je ne sais plus qui, il arrive toujours des choses aux gens qui aiment raconter des histoires. C'est un peu le... C'est magnifique. Lucie? Moi, je suis plutôt d'accord avec Alain. Quand j'écris des histoires, Oui, désolé. J'ai changé en grandissant, j'ai plus de blog, j'ai raté le blog. Ça me détruisait le cerveau. Quand j'écris une histoire, je pense pas du tout à qui va la lire, parce que voilà, je m'en fous en fait. Mais par contre, je recherche
Je recherche à écrire une histoire vivante, donc je pense beaucoup aux gens dont je m'inspire. Et là, en l'occurrence, quand j'ai écrit Noura, ça fait 14 pages à peu près, et j'ai beaucoup pensé aux femmes que j'avais rencontrées, et j'ai essayé de respecter ce qu'elles m'avaient raconté. Ça, je trouve ça beaucoup plus important. Et j'ai notamment pensé à une des premières femmes que j'ai rencontrées. C'était vraiment le premier jour à Calais, et j'avais pris plein de notes pendant l'entretien. Elle m'a parlé pendant 1h30, et j'ai écrit, 4-5 pages sur sa vie, son parcours et tout. Et quelques minutes après l'entretien, j'étais encore dans le centre où elle était, et elle est venue me voir, et elle m'a demandé les pages de notes. Et grosse naïve que j'étais, je lui disais « Ah oui, mais non, mais derrière cette page-là, il y a un croquis, je viens de faire un croquis du gamin qui est dans le centre d'accueil, là, ça m'embête, j'ai envie de garder ce croquis, je vais pas te donner la page sur laquelle il y a ton histoire. » Et pendant 5 minutes, elle a dû argumenter avec moi, et au bout de 5 minutes, je me suis dit « Non, mais c'est ridicule, c'est son histoire contre un pauvre croquis raté. » Et donc quand j'ai écrit Noura, j'ai pensé à cette femme pour qui l'histoire les notes que j'avais prises de son histoire étaient importantes, parce que les migrants ont très peur qu'on capte, qu'on raconte leur histoire à l'office l'office des étrangers. L'OFPRA. L'OFPRA, ouais. Parce que voilà. Donc je pense plutôt à ça, plutôt qu'au lecteur. Est-ce qu'il y a Je pense que c'est pas incompatible. On peut à la fois écrire pour soi, en ayant le souci de qui va lire. Non, on s'en fout. Et c'est vrai que je suis d'accord avec. On dit que quand on est sincère avec soi-même, on a plus de chances de toucher l'autre. Oui, non, mais c'est une évidence, bien sûr. Ma question est effectivement quand je dis passeur, c'est finalement, ça rejoint ce que vous dites, c'est quand on a conscience d'être un peu passeur, c'est aussi respecter l'histoire qu'on raconte. Est-ce qu'il y a... Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur Kyo ? 2 choses qui m'ont frappé, c'est que à un moment donné, je suis allé sur une plage, et il y avait, vous savez, comme souvent sur les plages en Grèce ou dans ces pays-là, il y avait des transats avec des parasols. Et il y avait sur la plage, il y avait deux zodiacs qui avaient été crevés, parce que quand ils arrivaient, ça a été un choc la première fois, quand ils arrivaient, avec un coup de couteau, ils crevaient le zodiac, ce qui faisait comme une explosion, parce qu'en fait, c'était le voyage sans retour. Ils ne voulaient pas qu'on les renvoie de l'autre côté. Et il y avait 2-3 zodiacs comme ça, sur cette plage, qui étaient abandonnés. Et il y avait des touristes qui étaient là en train de siroter une Mentalo ou je ne sais quel cocktail, et la vie continuait. Et sur le port de Kyo, c'était une longue jetée comme ça. D'un côté, il y avait les migrants qui faisaient la queue pour acheter un billet, et de l'autre côté, il y avait de jeunes Grecs qui étaient en train de siroter, de discuter, de plaisanter avec une musique américaine. Et c'était tellement symbolique, quoi. Il y avait 200 mètres qui les séparaient. Et j'en voulais pas à ces jeunes Grecs. Bon, après tout, depuis le temps qu'il arrivait 600 migrants par jour, donc ils étaient blasés et peut-être lassés de tout ça. Et puis ils avaient peut-être pas envie que ces migrants leur gâchent leur jeunesse. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. De schizophrène. Mais c'est le paradoxe aussi, parce qu'il y a cette plage, effectivement, où il y a les parasols. Je ne sais plus, c'est votre femme qui dit « je ne supporte pas ces parasols en paille ». Il y a aussi des jeunes qui s'amusent, ce qui est normal. Il y a la crise en Grèce, donc il faut bien qu'eux survivent à la crise. Et puis il y a aussi des touristes qui sont là, et je ne sais plus lequel des deux dit, mais comment peuvent-ils être là en maillot de bain à se bronzer sur la plage alors qu'il y a des migrants? Et je crois que c'est votre femme qui dit, mais ils ont travaillé toute l'année pour se payer des vacances. La réalité est celle-là aussi, et c'est se confronter à toutes ces réalités, puisque c'est ça que vous nous dites. Il y a certes les migrants, mais il y a la vie à côté, il y a la crise, et il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour se payer des vacances. Elle dit ça, votre bande dessinée, votre histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Est-ce que vous pensiez voir un film, peut-être? Vous êtes déçu? Vous êtes trompé de salle. De toute façon, on se fiche de ce que vous pensez. Je ne vous vois pas bien, mais est-ce qu'il y a... Voilà, madame. Non, je disais pas ça. La projection de Bambi contre Predator commencera dans 3 minutes. Éloignez les enfants.
J'avais une question, alors pas forcément sur les réfugiés, c'est une question, un point que vous avez évoqué, Sarah Polacci, tout au début. C'était plutôt Alain Glikos, mais pour les autres participants également, le passage du texte, du roman à la bande dessinée, donc du texte à l'image, quelle variation peut-il y avoir au niveau de l'adaptation, en fait? Alors, moi, quand j'ai vécu ça, j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, en rentrant, et même avant même de rentrer, de commencer à jeter sur le papier des choses d'abord déjà pour pas oublier, et puis c'était un besoin, enfin, c'est ma façon à moi de dire mon rapport au monde, quoi, au réel. Et donc, j'ai écrit, comme je sais écrire, j'ai écrit quelque chose qui allait être une espèce de, je dirais, d'autofiction, parce que, bon, forcément, comme dit l'autre, dans la littérature, rien n'est exact, mais tout est vrai, quoi. Hein. Donc, c'est à partir aussi d'exactitudes, mais de petites inexactitudes, qu'on construit un discours qui est véridique, qui est vraisemblable. On n'est pas dans le vrai, mais dans le vraisemblable. Et puis, je m'apprêtais à publier ce texte. Lorsque mon dessinateur de BD, qui avait fait la première BD, enfin le premier roman graphique, Manolis, m'a dit « Ah, mais moi j'aimerais bien en faire, retravailler avec toi ». Et donc on a pris mon texte et on l'a découpé, page par page, on en a fait des planches, etc. Et là, effectivement, la discussion, c'est la discussion entre la différence qu'il y a entre des phrases et des images. Et c'est pas du tout effectivement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'avais écrites qui ne sont pas dans la BD, parce que ça ne passe pas. Et il y a des choses que je n'ai pas écrites, mais au fur et à mesure que je travaillais, le dessinateur me disait, mais on pourrait le traiter comme ça, sous cette forme, intégrer une photo. Et là, je me suis vraiment c'est la deuxième BD que je fais avec ce dessinateur, là j'ai véritablement compris ce que c'était qu'une image, à quoi ça servait une image. Sachant que image en grec, ça se dit icône. Hein, et que ma bande dessinée est pleine d'icônes. Il y a plein d'icônes grecques. Et ce qui est très étonnant, c'est que la photo que j'ai faite d'une famille syrienne avec qui je suis en contact aujourd'hui en Allemagne, si vous jetez un œil sur la BD, vous verrez, cette femme, elle a un foulard blanc, elle a une trentaine d'années, et elle tient son bébé qui a 2 mois. Et on dirait véritablement la Vierge et l'enfant, quoi. C'est une icône. Donc ça, on peut le dire avec des mots, mais à un moment donné, il y a une force de l'image qui m'a beaucoup appris. D'ailleurs, ce dessinateur est très jeune, et ce que j'aime beaucoup dans ce travail que je fais avec lui, c'est qu'on partage nos ignorances, et on se transmet quelques petits savoirs par moment, quoi. Et ça, c'est très, très, très fort. On a 2 minutes, je regarde, est-ce qu'on a 5 minutes ou pas? Alors, 2 minutes. Juste quand même. Des questions très rapides. Alors, en 30 secondes, la réponse est finalement, est-ce qu'on décide de montrer ou ne pas montrer? À quel moment on met plutôt des mots et qu'est-ce qu'on montre ou pas, notamment dans le petit travail que vous avez fait pour Arte Reportage. Lucie. Je vais prendre une demi-heure de plus, du coup. Non. Ou après, quand vous dédicacerez, du coup, vous pourrez en discuter. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on montre pas, Et je dis ça parce que le dessin est très épuré. Hein. C'est la jeune fille qu'on voit toujours avec le même sac. Dessin très épuré, très peu de décor derrière. Le récit dont on parle depuis le début est visible sur le site d'Arte, hein, en ligne, gratuit. Voilà. Sur la série Les Réfugiés. Oui, je pense que vous tapez Arte Reportage Réfugiés. Je sais pas comment j'ai choisi. En fait, j'ai essayé d'être honnête et de cette recherche d'honnêteté et de de respect. Voilà, je montre presque un viol, mais sans le montrer parce qu'en fait, on sait ce que c'est. Donc je m'arrête là. On voit l'avant, effectivement, jusqu'à... Ouais. Je pense que c'est pas utile, ça deviendrait vulgaire et trash pour gratuitement, on s'en fout, quoi. On sait on a suffisamment d'imagination. En fait, je fais toujours je raconte toujours
j'écris toujours mes bandes dessinées en faisant confiance à l'intelligence des lecteurs, quoi. Peut-être que là, effectivement, de temps en temps, je pose ça les lecteurs en me disant « c'est bon, j'ai pas besoin de tout leur expliquer, ils sont pas complètement débiles. » Et voilà. C'est là où ça se passe aussi quand on lit quelque chose, que ce soit un roman, un récit ou une bande dessinée, ou qu'on regarde un film, c'est aussi l'espace de l'imagination. C'est là aussi où on ne dit rien, et c'est cet espace-là qui permet l'imaginaire. Ouais, alors je vais faire une citation moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. On va nous Il y a Lars von Trier qui, à la fin de L'Hôpital et ses fantômes, qui est une série bien trash, qui fait bien flipper, qui expliquait que ce qui l'intéressait, c'était pas les images horribles qu'il allait montrer à l'écran, mais celles qui se créaient quand on fermait les yeux. Et c'est peut-être ce que je recherche aussi, quoi. Voilà. Oui, alors moi, Vous avez 3 secondes. Sur le Népal, en fait, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai pas été témoin de choses vraiment très violentes. Mais sur la série Kaboul Disco et Kaboul Requiem, qui est un autre livre, j'avais le cas de 2 amis qui ont été tous les 2 pris en otage. Donc un Afghan dans Kaboul Disco, qui a été 7 mois pris en otage, 7 semaines. Et pour symboliser ça, j'ai fait 7 cases noires. Et j'ai pas raconté ce qu'il a vécu par pudeur. Parce que dans le dernier livre, je raconte tout un kidnapping en détail, et je vois donc mon ami sur 3 mois comment il commence à perdre la tête, et physiquement il perd ses dents, enfin comment il vieillit. Enfin là je montre sans pudeur. Enfin je lui ai montré après, il était d'accord. Donc. On va finir, désolé, mais c'est vrai qu'on a démarré un peu en retard. On finit sur un poème, et comme ça on sera à l'heure pour la rencontre d'après à 17h45. Et on écoute le poème de Victor Hugo. Que j'avais appris à l'école primaire quand j'étais petit. L'enfant, les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo, qu'ombrageaient les charmilles. Kyo qui, dans les flots, reflétait ses grands bois, les coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un chœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non, seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur comme lui, dans le grand ravage oublié. Que veux-tu, bel enfant? Que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui, du fer, n'ont pas subi l'affront, et qui pleurent épars autour de ton beau front, comme les feuilles sur le sol. Veux-tu me sourire, un bel oiseau des bois, qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu, fleur beau fruit, ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Merci beaucoup. Kaboul Disco, entre autres, Kaboul Requiem, Ainsi se tue Zarathustra, entre autres choses, tout ça à la boîte à bulles. C'est de vous, Nicolas Wilde. Voyage en Égypte et en Nubie de Guillaume Battista Belzoni, on n'en a pas parlé, mais cette histoire de premier égyptologue qui nous donne peut-être des leçons sur ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants, c'est de vous, Lucie Castel, avec Grégory Jarry, Nicole Augereau, aux éditions merci. Et puis Gilet de sauvetage, Alain Glicos avec Antonin pour les dessins, c'est Cambourakis, voilà. Merci infiniment, désolé pour le retard. Et il y a des livres à cet étage-là ici pour dédicacer, donc vous